Bien, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-André Caron de l'Université de Lille, du laboratoire Cyril Équipe Tribune. Alors, Pierre-André a la particularité d'avoir à la fois la compétence en informatique et en sciences de l'éducation, et aussi de piloter des dispositifs complètement à distance, et donc se pose vraiment la question, ici, maintenant, de l'évaluation à distance. Comment fait-on, Pierre-André? Voilà, c'est à toi. Voilà, donc moi, l'idée, c'est d'essayer dans un monde où il y a des IA génératives, est-ce qu'on peut encore faire l'enseignement à distance? C'est ça que je vais aborder avec vous. Alors, pour que vous compreniez bien, donc moi, je suis à l'Université de Lille, on travaille sur de l'enseignement à distance. On a un master IPM, qui a 6 promotions, dont 4 à distance en permanence. On a la majorité de nos formations qui sont également mises à distance. C'est du distant pur, hein, on ne voit pas, on n'a pas en présence les étudiants. Ce sont des étudiants en formation continue, tous, pour que vous repériez à peu près. Donc là, je rappelle rapidement l'enseignement à distance. Donc ça, c'est un travail que j'avais mené à l'époque du Covid, où je m'a demandé de formaliser un petit peu l'enseignement à distance et d'expliquer ce que l'on fait, en fait. Et donc, en enseignement à distance, on commence par faire des activités. C'est-à-dire que le cours, la présentation du cours, la formulation du cours n'est qu'un à côté, en fait, qui est utilisé parce que l'on a donné des activités à faire aux étudiants. Donc, on commence par la mobilisation des activités, et puis c'est la réalisation des activités, bien sûr, qui favorise l'évolution de la structure cognitive de l'apprenant, la réalisation des chaînes. Et puis, c'est la difficulté que je rencontre à faire cette activité qui me mène à avoir des interactions avec les autres étudiants. Ces interactions principalement écrites, avec l'enseignant, avec le père, facilitent bien sûr la création de profils socio-cognitifs, etc. Je rappelle, je vous dis, c'est vraiment un simple schéma pour expliquer à l'époque à tous les enseignants ce que c'est que l'enseignement à distance. Et puis, c'est donc ces activités qui amènent à ces interactions, qui amènent à l'appropriation du cours. C'est parce que j'ai donné des activités que je vais lire le cours. Et puis, derrière, il y a bien sûr le moment où je vais rendre ce travail, et où ce travail va être évalué. Et c'est l'évaluation et c'est le rendu qui va être le support le soutien motivationnel des étudiants, en particulier en enseignement à distance. Bon, voilà sur un tout petit schéma l'enseignement à distance. Et on voit bien que dès ce schéma, eh bien, on va avoir un problème. On va avoir un problème à plusieurs endroits, et c'est ça que je vais essayer de montrer. Le premier problème, c'est qu'en enseignement à distance, on travaille la forme prédicative de la connaissance. C'est-à-dire que tout est toujours écrit, filmé, mis en évidence dans des forums, on utilise Discord comme réseau social, on utilise Moodle pour la partie académique et institutionnelle, mais l'ensemble des enseignements, des réponses des étudiants prennent cette forme prédicative. Et cette forme, elle est extrêmement vulnérable à l'usage étudiant des IA textuelles génératives. Au sein de l'université, on en a parlé tout à l'heure, ce matin, eh bien, il y a plusieurs postures qui sont prônées. Une première posture qui est l'interdiction. J'ai beaucoup d'enseignants qui disent c'est fini, on ne fait plus de contrôle continu. On est reparti sur du contrôle terminal, on est reparti sur le fait de faire venir les étudiants dans des amphis, d'interdire tout moyen électronique, toute connexion, et on va vérifier, on va être bien sûr de pouvoir les évaluer. Mais comme nous dit Mérieux, comme nous dit Mérieux malgré tout, ça veut dire qu'on va devoir les évaluer en fait sur des actions ponctuelles, et on ne va pas s'intéresser aux compétences, et on va perdre énormément de travaux qu'on a menés quand même sur l'évaluation depuis pas mal d'années. Et puis on a une deuxième posture qui est la posture de la maîtrise. Bon, en gros, on va interdire en certains cas, on va autoriser en certains autres, etc. Et on sait déjà que cette posture de maîtrise est difficile à tenir. Elle est en particulier difficile à tenir déjà dans l'usage des ordinateurs,
l'usage des smartphones, on voit bien que les difficultés que ça pose en enseignement et à l'université, ce compromis. Et donc le dernier point, évidemment, la posture que moi je propose, c'est la posture d'accompagnement. On a vu là dans les présentations toute une partie d'accompagnement instrumental de l'usage éthique et instrumental de l'usage de l'IA. Pour moi, c'est pas une difficulté ça. Ça on sait le faire. On sait accompagner des usages instrumentaux, de nouveaux outils qui apparaissent, de nouveaux artefacts qui apparaissent et prôner une instrumentation particulière. C'est pas une difficulté. Je le fais avec Zotero, je le fais avec les problèmes de plagiat, je le fais avec des tas d'autres problèmes. C'est pas ça le fond de l'affaire, le vrai verrou. Le vrai verrou, c'est que toutes les productions, toutes les évaluations réalisées hors d'un cadre maîtrisé deviennent suspectes. Et que cela impacte la représentativité de tous les textes produits à distance, court ou long, en groupe ou individuel. Alors, comme j'ai dit, il y a tentation de la mise en œuvre d'évaluations sommatives. C'est là où il y a Mérieux. Et donc Mérieux nous dit qu'on ne peut pas présumer la mobilisation d'une compétence sur la seule réalisation d'une performance. Conscient de ses limites, ces petites performances à l'université sont souvent relativisées en formation universitaire par la mise en œuvre de travaux longs. On travaille tout le temps sur les travaux, c'est je sais pas, le truc le plus important de notre formation, hein. Des rapports, des mémoires, des comptes rendus, etc. Des travaux principalement évalués sur la base d'un écrit noté, écrit s'exprimant dans une forme pour laquelle les IA textuelles génératives excellent. L'activité même d'écriture choisie pour promouvoir les compétences réflexives et l'ensemble du processus d'évaluation mis en œuvre à l'université sont ainsi fragilisés par l'usage des IA textuelles génératives. Alors, une fois dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit finalement, il faut peut-être revenir et se poser la question de l'évaluation. Peut-être que finalement l'IA c'est peut-être pas une si mauvaise chose, et peut-être comme je l'ai déjà exprimé, en fait, elle vient rajouter un dernier clou au cercueil de l'évaluation. Ça fait quand même une paire d'années qu'on sait qu'on fait n'importe quoi. Et en enseignement à distance, on était parti sur des formes d'évaluation, comme je vous ai dit, sur des écrits, sur des bien sûr du contrôle continu. Moi, je dirige un département. Tout le département a basculé en contrôle continu dans les années 2010. Hein. Et donc, on n'imaginait pas revenir à des contrôles terminés. Et donc, revenir à des travaux Cardillet, 1989, qui nous rappellent que, alors vous avez Adji également, vous avez beaucoup de travaux de Kettel qui ont travaillé là-dessus, l'évaluation ne peut se concevoir qu'à la première personne. L'évaluation, elle doit être non coopérative, sans gabarit préétabli, descriptive et sans jugement de valeur. Et donc, on était dans un projet, je ne sais pas si on l'a, un projet, oui, voilà. On était dans un projet, Tige Transition, et on s'est dit, pourquoi pas? Ok, on prend Cardinet et on met en œuvre une évaluation avec les 4 éléments qu'il a mis en place. Et donc, on a commencé à se dire, comment on fait ça, concrètement? On travaille dans un projet européen, il y a des personnes qui étaient à l'université de Mons, Bruno Belièvre, avec qui je travaille, et on est parti sur cette idée de livret de compétences, de portfolio, de badges. L'université de Mons est partie plutôt sur les badges, et nous on est parti plutôt sur le livret de compétences. Pourquoi? Parce que le livret de compétences en France, c'est utilisé à la maternelle, c'est utilisé au cours préparatoire, c'est utilisé maintenant au collège, et on s'est dit que c'était intéressant d'aller l'utiliser à l'université. Alors, la démarche du projet, rapidement, le projet s'est terminé il y a 1 an, protocole de recherche orienté design, testé à de nombreuses reprises, entretiens, questionnaires, chaînes, invariants opératoires, etc., des sprints de design thinking, et tout ça, ça nous a permis d'identifier, d'intégrer différents référentiels. Donc, on commence par la production d'un référentiel. Production des référentiels correspondant au dispositif de formation que l'on veut mettre en place. Puis, réflexion sur une approche programme, quels sont les UE
que l'on va mettre en place. On part du principe, dès le départ, qu'il y aura une évaluation. Cette évaluation respectera toutes les règles de Cardinet, et donc l'évaluation sera portée par une des UE, l'UE4, qui est le projet e-portfolio. Dans toutes les autres UE, il y a des évaluations mais qui ne sont pas notées et qui ne participent pas en elles-mêmes directement à l'obtention du diplôme. Je regarde là, par exemple, un exemple de livret de compétences. Donc, on a un livret de compétences. L'étudiant a le droit à la première colonne, ici. Hein, cette colonne-là. Lui, quand il coche la colonne, ça passe en orange. Il n'a pas le droit à la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est la personne qui va le suivre. Et donc, c'est un rendez-vous d'une demi-heure par mois, exactement comme un suivi de mémoire, en fait. On a l'étudiant qui arrive et puis il montre son livret, il raconte des choses. Donc là, par exemple, l'étudiant nous dit que pour établir des relations partagées, collaborer, construire son réseau, dans le cadre de son projet de recherche d'emploi actuel, il participera à la conférence FIED. Et donc, normalement, l'étudiant est ici. Il doit parler. Donc, compétence validée, effectivement. On va aller un peu plus loin, on va regarder le portfolio. Donc là, c'est un portfolio, je vous ai montré, c'est issu des travaux de Gaëtan Temperman. Et donc, tous les étudiants ont un modèle de portfolio où on leur demande de placer leur projet dans planifier mon projet, concevoir mon projet, appliquer mon projet, évaluer mon projet, réguler mon projet. En fait. Et donc, on travaille sur ces deux objets, le livret de compétences et le portfolio, ce qui nous amène, donc là j'ai pris un certificat de l'année dernière, ce qui nous amène à délivrer un certificat et qui va valider le diplôme. Dans le certificat, vous avez derrière tous les onglets avec le référentiel de compétences et les compétences qui ont été validées. Alors, automne 2024, on met en place, on est reparti sur un autre projet, qui est le projet Open Badge for IT. Et là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le travail et d'aller regarder, parce que effectivement, ce que je vous ai montré fonctionne très bien. Livret de compétences, portfolio, tout à fait résistant à l'usage de l'IA, très difficile. Les étudiants vont l'utiliser, vont utiliser l'IA un petit peu partout, mais le résultat final n'est pas du tout produit par l'IA. Et vous pouvez à tout moment interroger les étudiants sur chaque compétence, etc. Là, on va un peu plus loin, on s'intéresse au badge. Et donc, dans ce projet-là, ce nouveau projet Open Badge for IT, l'idée est d'essayer de voir, au-delà des compétences et du portfolio, qu'est-ce que le badge va me ramener en plus. Alors, première expérimentation, à l'automne, je ne vais pas embêter Avril, puisque c'est elle qui a fait l'expérimentation, elle est là. C'est fait, du coup. On donne les badges et les étudiants doivent créer leur propre badge. L'idée, c'est vraiment le selfie badge. Et donc, ils créent les badges, centration sur les soft skills. Ils sont déjà évalués par ailleurs dans le cadre du master. Ce sont des gens qui sont dans le master IPM. Ils sont évalués dans le cadre du master. Et quand on leur demande pourquoi ils font des badges ou soft skills, ils nous disent parce que le master ne nous les délivre pas. C'est-à-dire que le master, il nous demande si on sait programmer, il nous demande si on sait faire l'andragogie, etc. Mais sur les soft skills, il ne sait rien faire. Et donc, on se rend compte que tous les étudiants vont vers des badges représentant ça. Ce qui nous interpelle. On se dit, finalement, c'est peut-être ça dont ils ont besoin. Plus tard, pour trouver du boulot. Le badge amène, bien sûr, une posture réflexive. C'est un exercice de synthèse. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure le référentiel de compétences. Le fait de créer un badge qui va regrouper plusieurs compétences, c'est un exercice de synthèse, un exercice de la complexité, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'était dit, il me semble, le tout est supérieur à la somme de ses parties, et donc le fait de créer cet objet, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs après, création de valeur individuelle, le badge a une valeur individuelle pour moi, il est social, puisque je peux endosser par d'autres personnes, et bien sûr il est holistique, puisque ce badge va être la synthèse personnelle et mon appropriation personnelle d'un système de valeurs et d'un système qui a été présenté, en tout cas les compétences étaient présentées par l'université.
il y a une projection vers l'avenir. La différence entre le livret de compétences et le badge, c'est qu'on va se retrouver quand même dans une projection sur l'avenir du badge. Le badge, il faut que je le fasse endosser plus tard. Et au moment où je le construis, j'imagine déjà les moments où ce badge, je vais devoir l'utiliser. Tout à fait différent de ma posture lorsque j'utilise un livret de compétences, où le livret de compétences rend compte du passé, en fait. Alors, faire dernière diapo. Là, ce sur quoi on va, ça ouvre une réflexion sur la modalité, la validité, la finalité, l'éthique de l'évaluation. On travaille actuellement sur 3 terrains. Un terrain d'employabilité avec des personnes qui sont entre 18 et 25 ans et qui cherchent un emploi, et donc qui sont justement dans la définition de leurs propres compétences. Donc là, on n'est plus à l'université, on est à la mission locale Lille Avenir. On travaille également sur des formations soft skills, donc des gens qui sont en emploi, mais on a une formation à ce moment-là sur les qualités, les compétences qu'ils mobilisent en situation professionnelle autour des soft skills. Et puis on est encore sur un autre terrain qui est Emmaüs Connect. On travaille. Se pose à ce moment-là, pour ce type de public, qui est un peu différent, et je vais montrer quand même ce sur quoi on travaille actuellement, la finalité de l'évaluation. Est-ce que l'évaluation, elle sert à classer les gens? Est-ce qu'elle sert à certifier quelque chose? Non, clairement, pour ce type de public, elle ne sert pas à certifier quelque chose, elle ne sert pas à classer les personnes, elle leur sert à trouver un emploi et à réussir, pour Emmaüs Connect par exemple, à acquérir en fait des compétences dans le domaine de... Là, c'est Emmaüs Connect, c'est autour de l'électronisme. Voilà pour moi, c'est quand même. Merci. Merci Pierre-André. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, il y en a déjà eu. Bonjour, je te remercie pour cette présentation très intéressante. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans et je suis directeur de l'étude d'un master. Et ma question elle est très simple. Est-ce que c'est compatible avec les accréditations et notamment les notions de CPS derrière les questions d'influence de formation? Alors, oui. On est en train de, justement, là, dans l'expérimentation qui a été menée, on a utilisé un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a eu un enseignant qui a fait défaut, et donc il a fallu recréer annuler, neutraliser l'UE parce que elle n'avait pas été bien faite, mais comme les gens sont en formation continue, ils ont dit bah oui, mais nous, il faut quand même qu'on apprenne quelque chose. Et donc on leur a refait une UE, mais celle-là, du coup, n'était pas reliée à l'accréditation. Donc c'est pour ça qu'on a pu le faire. Hein. Mais actuellement, on travaille déjà, alors ça c'est pour le master présentiel. Le master présentiel fonctionne avec des phases, et à l'issue de chaque phase de 6 semaines, il y a un sprint d'1 semaine, qui est un sprint projet. Dans le cadre de ce projet, en fait, ils mettent en œuvre l'ensemble des enseignements qu'ils ont vus les 6 semaines précédentes. Et ce sprint nous embêtait toujours. On ne savait pas comment l'évaluer. C'est-à-dire qu'il y avait 3-4 enseignants qui arrivaient, qui mettaient une note numérique, ça valait 30% de la note, etc. Maintenant, c'est un livret de compétences qui évalue ces sprints. Et le livret de compétences, là, très clairement, si tu me demandes comment ça s'appelle, la solution pragmatique, à l'issue du livret de compétences, il y a une note qui est mise et qui est remise dans le système d'information. Pourquoi? Parce que à l'Université de Lille, dans le département, on a 5 parcours de master avec des troncs communs et qu'on ne peut pas changer le système d'évaluation dans les parcours sans changer les 4 autres, en fait. Donc, c'est pour ça que l'expérience que vous avez vue, elle est sur un diplôme universitaire où là, on a touché la petite case évaluation par compétence, et on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Quand vous êtes dans un parcours de master, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais après, c'est juste transformer le travail qui a été mené avec le livret en note numérique. Oui. Pierre, moi j'ai une question. On parle beaucoup des soft skills. Hein. Et là, les IA, ça ne parle pas trop des soft skills. J'ai pas vu, je t'ai même pas entendu parler de ce mot-là. Sauf si j'ai inventé. Ah bah alors j'ai utilisé aussi mon voisin de document. C'est pas Maurice, hein, on a. Si, mais je crois qu'il l'a noté. Il a mal prononcé. Ah ouais. Je l'ai dit, je l'ai prononcé, et effectivement, les étudiants la première chose qu'ils ont fait, ça a été d'aller travailler de ce côté-là, quand on leur a permis de s'auto-évaluer, et donc d'utiliser des selfie-badges. Et que les selfie-badges, on leur a dit, on va pas vous donner un livret de compétences, on va pas vous donner les compétences, parce que le compétence, si vous lisez l'article de Cardinet, je vous conseille vraiment de le lire, il explique bien que le livret de compétences, eh bien, c'est une image de notre société, c'est-à-dire que c'est quand même enfermer l'étudiant dans un système dans lequel nous sommes, et donc il reflète la société dans laquelle on est. Là, l'idée, c'est de travailler sur des selfie-badges et de dire aux étudiants, construisez votre propre évaluation, qu'est-ce que vous estimez que vous avez mobilisé comme compétences, et qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme objet qui vous servira après en emploi. Ouais. Il n'y en a aucun qui a choisi nos matières, ils ont tous choisi les soft skills. Alors, je sais pas, il y a peut-être eu, je sais pas, Avril, tu pourrais peut-être expliquer, c'est toi qui as fait l'expérimentation, hein. Mais il y a peut-être des émulations de groupe, hein, vers ces choses-là, et ça a été quand même très intéressant parce que on a vu comment ils appelaient leur badge. Il y avait des badges qui s'appelaient il y avait des noms complètement particuliers sur leur badge, et il y a vraiment un travail créatif qui est fait à ce niveau-là. Et c'est ce qui nous a amené à partir vers les nouveaux terrains que je vous ai montré sur l'île Avenir, etc. On s'est dit, bah oui, mais finalement, c'est vers ces terrains-là qu'on va avoir un public qui va être tout à fait authentique vis-à-vis de l'évaluation, et ce sera plus facile à faire comprendre. Pour les universitaires, il y a une compréhension qui est immédiate. Dites-vous dans votre tête, l'évaluation à la première personne, c'est un petit peu la VAE, hein, quand même. Rappelez-vous qu'on délivre nos diplômes avec des VAE, hein, et ça y ressemble pas mal, en fait. Quand vous regardez l'ensemble, bien sûr, il y a plein d'autres propriétés qu'on a ajoutées, mais finalement, on est autour de processus qui relèvent un petit peu de la VAE. Et donc ça se fait déjà, en fait, hein, je vous ai présenté un truc, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai présenté, si ce n'est que, la question qui était posée, c'est comment est-ce que l'on peut mettre en place un diplôme qui fonctionne parallèlement à l'usage des IA. Ce diplôme fonctionne parallèlement à l'image des IA, ne pose aucun problème aux enseignants pour évaluer, et l'évaluation se fait, comme vous voyez, d'une part avec le livret et le portfolio, de l'autre part avec des badges. Vous avez parlé de votre public en parlant que c'était un public de 100% formation continue. Oui. Nous, dans notre formation à distance, on a un mélange de formation continue et de formation initiale, on a des dispositifs où on tente des expérimentations qui vont un petit peu dans ce sens-là. On a toujours remarqué une vraie différence là-dessus, sur ces compétences-là et cette capacité, parce qu'il faut quand même une capacité réflexive quand même pour analyser son propre travail, ces questions-là, entre la formation continue et la formation initiale, et c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour nous, pour les étudiants en formation initiale qui ont 18-19 ans, quand on leur demande des exercices de ce genre, ils ont vraiment beaucoup plus de mal que les étudiants en formation continue, qui forcément ont de recul peut-être. Est-ce que vous avez mené, même si c'est pas dans la formation à distance, peut-être des expérimentations similaires avec un public en formation initiale, et est-ce que les conclusions seraient les mêmes? Oui, effectivement, c'est un peu plus difficile avec les étudiants en formation initiale, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut y être, c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est parce que c'est difficile. Et n'oubliez pas aussi que le livret de compétences, ça remonte petit à petit, hein, c'est-à-dire que actuellement, c'est au niveau du collège, hein, le livret de compétences. Ça a été abandonné, avec aussi le cher ministre de l'Éducation nationale qui succède. C'est quand même des pratiques. C'est quand même des pratiques qui sont de plus en plus généralisées.
Et on va avoir des étudiants qui arriveront à l'université et risquent n'avoir jamais été évalués autrement que par des livrets de compétences. Alors, comme je dis, je suis directeur de département dans une grosse composante, avec d'autres départements qui ont des pratiques à 1000 lieues des pratiques que l'on a, et donc on doit défendre tout le temps ces pratiques-là, avec des départements qui sont sur du contrôle terminal, pur, dur, 2 épreuves, une en janvier, une en juin, et c'est terminé. Et tout se joue là-dedans. Hein. Et donc, effectivement, quand je leur explique notre manière de fonctionner, ils me prennent pour un fou. Donc, vous avez le droit de me prendre pour un fou. Merci.